Dans le contexte de notre série, sur le thème du CTO de demain, s'il est une fonction qui évolue vite en ce moment, c'est bien celle-là, nous avons le plaisir et la chance d'avoir deux spécialistes, deux CTO. Donc, le sujet Big Data de l'expérimentation à la mise en production nous a été proposé par Philippe Boulanger, qui est CTO de Neopost. Nous avons le spécialiste des solutions, Patrick Barabé, qui est directeur de projet conduite du changement, solutions collaboratives au sein du groupe Jardiland. Et nous avons le plaisir d'avoir Pierre Fauquenot. Et bien entendu, pour assurer une certaine continuité dans les thématiques de notre série, un chroniqueur IBM, Vincent Marc, Philippe Boulanger, Big Data, de l'expérimentation à la production. Alors, l'expérimentation, c'est quoi? Alors, je vais prendre un angle un petit peu différent, si vous voulez bien. Vous avez cette liberté-là, heureusement. Si on parle de Big Data, je vais vous parler aussi de SMAC. SMAC, c'est Social, Mobile, Analytics et Cloud. C'est l'axe directeur aujourd'hui que prennent la plupart des entreprises, si ce n'est pas la totalité des entreprises dans la zone de la baie autour de San Francisco. Il y a une petite querelle de paroisse entre ceux qui disent SMAC et ceux qui disent CAMS. Donc effectivement, le côté analytics de SMAC, c'est effectivement le produit dérivé de Big Data, puisqu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui de faire de l'analyse de données sans faire du Big Data à l'heure d'aujourd'hui. La donnée en elle-même n'a que la valeur que révèle l'analyse, évidemment. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Neopost, si on parle d'Internet des objets et de Big Data, c'est un petit peu comme la prose de M. Jourdain. On a commencé à en faire déjà il y a un certain temps, parce que les machines que nous fabriquons sont des machines qui sont connectées par essence. On imprime de l'argent avec de l'affranchissement sur des courriers, et cet affranchissement doit remonter au poste, soit en post-paiement, soit en pré-paiement, d'une manière ou d'une autre. C'est très sécurisé. Et on remonte des données postales, aussi bien que des données techniques de nos machines, pour pouvoir les gérer sur le terrain. Avant l'ère Big Data, on était avec des connexions modem très lentes, donc un faible volume de données qui remontait vers nos data centers. Et puis aujourd'hui, on est avec des connexions réseau LAN, ça c'est la tendance, avec des connexions permanentes, et on remonte de plus en plus d'infos. Donc on s'est forcément intéressé à tous les mécanismes Big Data, avec des évidences chez nous et des productivité à très court terme qui sont attendues, justement, dépasser les limites en termes d'analyse. Alors, je pense que on est dans une phase d'expérimentation aujourd'hui, on n'est pas encore passé en prod, et justement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la convergence d'intérêts que nous trouvons entre la partie R&D qui est gérée par moi en tant que CTO, la DSI, qui va passer des nouveaux systèmes de production et d'analyse de données, et aussi nos collègues du marketing et du support, qui vont aussi travailler ces données-là de manière à pouvoir avoir accès à d'autres types d'informations auxquelles ils avaient accès auparavant. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager l'expérience et de savoir, de comprendre et d'apprendre de mes pairs dans l'industrie. Je laisse Patrick Barabé nous expliquer ce qu'il est en train de découvrir et d'expérimenter. Alors, en fait, moi, je suis dans le monde du retail. Voilà. J'ai d'autres activités à titre personnel qui m'amènent également à avoir cette réflexion de Big Data. Donc, le data mining, qui, moi, va plus vers le data mining prédictif maintenant, est la surcouche indispensable à ce qu'on appelle le Big Data. Et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux couches qui sont au-dessus, qui sont les couches qui produisent de la valeur. De data mining, d'analyse de la data et de prédiction que la data peut nous apporter une fois qu'elle est analysée. Dans le monde du retail, l'entrée de la donnée, c'est le ticket de caisse. Les gens ont des millions de tickets de caisse. Des distributeurs, je ne parle même pas d'alimentaire qui en a des foisons, mais nous, on est dans la distribution spécialisée, on a beaucoup de tickets de caisse. Donc l'idée, en fait, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'était d'essayer de générer de la valeur, plus de valeur. On ne peut le faire que par l'innovation. L'innovation, on va la trouver où? On va la trouver dans des associations de produits improbables auxquels on n'a pas pensé. Alors, dans mon métier, il est évident que quand on vend un barbecue, à côté du barbecue, bien que ce ne soit pas Saurillon, on met un petit sac de charbon de bois. Parce qu'on se dit que si le gars achète un barbecue, il va avoir besoin de charbon de bois. Éventuellement, 2 petites pinces pour retourner la viande pas loin.
Ça, c'est l'historique du métier qui nous a appris à le faire parce qu'on s'est aperçu de façon empirique que ça existait. L'analyse du ticket de caisse, qui est de la big data, parce que c'est des téraoctets de données, des pétaoctets de données pour certaines structures de la distribution alimentaire, c'est de mettre dessus des couches de data mining qui ne mettent pas 10 minutes, 10% en 3 heures de temps où on a pris un café, on a déjeuné pour avancer. C'est des gens qui proposent de l'infrastructure, qui permettent de traiter ces données de façon très importante. On les stocke chez eux, on prend les données, on les envoie chez eux. Derrière, on leur demande du temps machine. Donc on en revient à ce qu'on disait il y a 30 ans avec de grands faiseurs, c'est du temps machine. On a besoin d'appuyer sur un bouton, 5 minutes après d'avoir le résultat, de l'apporter au service marketing en disant voilà, on a remarqué que le gars qui achetait de la nourriture pour chat, ben, il achetait en même temps des rhododendrons. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est le cas. On l'a remarqué sur 10 fois. Alors pourquoi? Ben, peut-être parce que, bêtement, à côté de la nourriture pour chat, il achète de l'herbe à chat. Quand il achète de l'herbe à chat, la femme dit « Attends, l'herbe à chat, ça ressemble à rien. Mets-moi un rhododendron à côté, ça sera un peu plus sexy. » Et là, on a établi un lien qu'on ne voyait pas, un lien de causalité qu'on n'avait pas. Et ça, la personne qui va voir ça, ce lien de causalité, c'est ce qu'on appelle un data analyst. Un data analyst tel que l'entreprise va en avoir besoin, notamment dans le retail, c'est un gars qui va définir des corrélations qui n'apparaissent pas forcément, qui avec des outils de prédictivité va remarquer qu'il y a quelque chose, va l'expliquer et va aller le faire comprendre à la direction marketing, à la direction achat, à la direction générale. En disant voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on donne le pouvoir aux gens en bas pour qu'ils fassent ce genre de choses, parce que ça va nous rapporter de l'argent, parce que ça va générer de la valeur. Le récit de Patrick Barbet est aussi la transition idéale pour passer la parole à Pierre Fauquenot, puisque Pierre, actuellement DSI dans un grand groupe pharma, vous avez néanmoins vous avez néanmoins une expérience intéressante de recrutement de data analyst. Oui, alors c'est intéressant de voir. Donc, actuellement, on a un programme chez Corian où on a 600 maisons de retraite et cliniques en Europe. On a beaucoup de données sur les résidents et ces données nous permettent justement de faire des croisements d'informations et d'observer comment se comportent des médicaments, comment se comporte ceci, cela. Et donc on a pris récemment une médecin en thèse qui exploite toutes ces données pour comprendre des tendances globales. Faire les stats, c'est une chose, mais il faut absolument comprendre pourquoi faire. Et donc effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut ce côté supplément d'âme, compréhension profonde. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si on a juste des chiffres, ça ne veut rien dire. Et donc, quelqu'un qui fait du big data aujourd'hui me disait, pour lui, c'était comme faire du raffinage. On va prendre de la lavande, donc on met une énorme cocotte minute de lavande, on fait cuire tout ça et à la fin, on sort une goutte d'huile. Et la goutte d'huile, ça va être une information. Tiens, quand il y a ça qui se passe, ça veut dire ça. Et ça a énormément de valeur. Donc aujourd'hui, on a les appareils connectés qui vont arriver. Donc on va se retrouver avec des milliards d'appareils qui vont nous amener de l'information. On est face à... Il y a quelque chose à construire. C'est un terrain d'opportunités immense. Les entreprises qui arriveront à se positionner dessus intelligemment et à exploiter les données auront énormément de valeur. Et pour faire le parallèle avec le rachat de Nest par Google... Un Nest, ce sont des thermostats intelligents qu'on branche. Certains se demandent si Google n'a pas acheté Nest pour avoir des tas de capteurs partout et indiquer aux producteurs d'énergie quand est-ce qu'il faut faire baisser la température des maisons parce qu'il fait trop chaud l'été et que ça coûte trop cher de produire de l'électricité à ce moment-là. Donc il y a des analystes qui sont en train de se dire mais finalement le calcul en arrière-plan, ça pourrait être ça. Donc on voit que d'énormes quantités d'informations pour un petit levier et qui a de gros impacts. Alors en termes d'impact, c'est le parfait terme pour parler de la suite. L'impact est sur évidemment le dimensionnement de l'infrastructure. Comment est-ce qu'on s'y prend, Vincent, quand on doit accompagner des besoins aussi variés, aussi complexes et qui vont générer une attente formidable en termes de puissance de calcul? Alors déjà, un grand merci pour tout ce que vous venez de dire, puisque en effet, nous on considère que Big Data, c'est un véritable phénomène et que c'est entre guillemets l'or noir du 21e siècle, clairement. Et je pense que ça rejoint des sujets qu'on a pu aborder dans d'autres interviews, c'est que les dirigeants d'entreprise ont pris connaissance que la technologie, donc la data quelque part, tout ça va aider en fait à transformer l'entreprise. J'avais un slogan à un moment donné quand j'ai fait une tribune sur Big Data, c'était que les données changent la donne et demain en fait le cognitif va complètement changer à nouveau la donne. Et derrière, ce qui est important, c'est de la manière dont on va le transformer en usage.
Alors, Voilà. vous nous avez aussi confrontés, en parlant de vos expérimentations, à une problématique, et celle de la nécessaire puissance qu'il faudra mettre en face, hein, puisque c'est l'exemple qui est revenu plusieurs fois. Est-ce qu'on pourrait développer sur ce thème-là et arriver à comprendre comment le CTO est passé de ce rôle de garant du bon fonctionnement à un rôle de prescripteur qui va clairement impulser la stratégie de l'entreprise et ses choix d'investissement? Écoutez, je vais commencer. Alors, on le vit avec difficulté. C'est pas simple. C'est pas simple. On peut prendre le problème sous différents angles. Chaque entreprise a des critères d'utilisation des données qui peuvent être différents. On a, par exemple, nous, de très grandes difficultés, par exemple, à sortir les données d'environnements sécurisés. Parce qu'on parle d'informations confidentielles qui sont des informations postales, par exemple, qu'on n'a pas le droit de traiter dans le cloud, par exemple, aujourd'hui. Donc la question, c'est comment on peut faire des systèmes hybrides avec de l'élasticité dans le cloud et des systèmes qui sont plus confinés et sécurisés sur des data centers qui sont les nôtres et qui permettent de respecter les critères de sécurité qui nous sont imposés aujourd'hui par les postes, par exemple. Donc, en fonction des métiers, ça peut être assez peu simple. Et on a aujourd'hui, en fonction des différents métiers qu'on trouve chez Neopost, des activités où on cherche à faire des clouds hybrides, enfin des systèmes hybrides, et dans d'autres cas, on est complètement sur le cloud parce que les données ne sont pas confidentielles et on peut faire des traitements qui sont totalement adaptés à des systèmes déportés. Alors ça pourrait être du Watson, comme ça peut être du Hadoop. Et là, aujourd'hui, on est en train d'expérimenter sur du Hadoop en interne sur nos data centers. Donc, c'est un outil d'apprentissage en même temps chez nous. Est-ce que ça va être la solution retenue dans le futur? C'est une bonne question, je ne sais pas encore. Dans le retail, vous êtes confronté à la même complexité dans l'usage des données. J'imagine que dans le domaine de la santé, là aussi, il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas manipuler innocemment ces données-là. Non, on a effectivement de grosses données, mais le problème actuellement, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Et pour reprendre les données, la grosse donnée, on parlait de données médicales, il faut savoir qu'un rapport de l'OMS et une note de l'OCDE ont précisé que la moitié des données Big Data dans le monde, dans les 4 années à venir, sont des données médicales. Et le gros souci, c'est pas ça reste un souci d'infrastructure derrière, mais pas dans l'entreprise. C'est un souci de disponibilité, d'analyse rapide de la donnée. Oui. Et une fois qu'on s'est affranchi de tout ça, on peut enfin mettre une couche d'intelligence dessus. Je pense que le meilleur viendra d'un endroit auquel on ne pense pas, qui est la Chine. Les Chinois sont des gens qui expérimentent avant de produire des choses de qualité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas des choses de qualité, mais la priorité, c'est l'expérimentation, c'est produire, mettre en ligne au meilleur coût, et après, par itération, on augmente la qualité. Nous, on est dans un process différent. Il y a un truc qui m'a frappé, là, il y a quelques semaines, il y avait le salon du Big Data. Oui. Et donc, plein de fournisseurs de technologie. On voit la techno est disponible. Et donc, j'ai cherché un cabinet de conseil qui pourrait m'aider à interpréter. J'en ai pas trouvé. Alors, j'ai peut-être pas été au bon endroit, mais j'ai tapé à la porte de plusieurs cabinets. Je leur ai dit, mais attendez, moi, je cherche pas des informaticiens, je cherche pas des consultants. Je voudrais trouver des gens qui savent m'aider à interpréter, comprendre les tendances. Je suis sans voix parce que c'était passionnant. Et je me dis aussi que c'est peut-être le moment, collaborativement, de conclure ce plateau en se disant, alors c'est quoi l'ouverture pour la suite? Quelles seraient vos envies? De quoi aimeriez-vous parler pour aller plus loin? Alors peut-être Patrick qui est sur sa lancée, ensuite voilà. Philippe, ensuite Pierre. Moi j'ai que 3 mots à dire, hein. C'est expérimenter, laisser expérimenter. Moi ce qui me paraît très clair, c'est que c'est une opportunité pour nous de casser les silos de données qui existent aujourd'hui dans les entreprises. Ensuite, effectivement, passer à l'étape d'analyse qui va plus loin pour le prédictif et le cognitif, là c'est le Graal, hein, on va toucher au Graal, mais très très rapidement on peut tirer de la valeur des données qui sont isolées aujourd'hui au sein des entreprises. Moi je pense qu'il faudrait montrer des cas oui. Où il y a des succès, expliquer pourquoi, être pédagogue, montrer des exemples. Eh bien, en tout cas, ce sont de chouettes pistes de développement pour nous qui allons, je l'espère, les coproduire avec vous, chers amis internautes et peut-être CTO, DSI. Il y a peut-être même des DAF et des DRH qui nous écoutent. Ils sont tout à fait
dans la cible de cette réflexion générale. Pas qu'autour du big data, de la gestion de l'innovation, pas mal de thématiques qui ont été évoquées. Je vous incite, si c'était votre première vidéo de la série, à vous balader sur les autres. Il s'avère que nous avons beaucoup appris dans le contexte de ces enregistrements et que nous allons poursuivre les approfondissements avec vous, j'espère. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci. Merci.